Il y a les négociations politiques d'un côté et puis il y a de l'autre la réalité du terrain. Nous vous emmenons ce soir dans les tranchées de l'Est de l'Ukraine. Pour les habitants, le conflit russo-ukrainien n'a jamais vraiment cessé. Témoignage de notre reporter Lou Bureau qui rentre tout juste du Donbass. Bonsoir Lou, merci d'être avec nous. Vous avez consacré un film à ce conflit, ça s'appelle Tranchées, documentaire qui a été nommé à la dernière Mostra de Venise. Vous êtes arrivé tout juste hier en provenance de Kiev, la capitale ukrainienne. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste, est également avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On vous entendra notamment sur cette question du gaz que je viens d'évoquer. Lou, vous êtes allé dans l'est du pays, mais donc à Kiev aussi. On entend beaucoup parler de ces négociations, mais on ne sait pas toujours ce que pensent les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Quelle est l'ambiance dans la capitale ? Écoutez, les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer à Kiev sont assez résignés, attentistes, mais il y a quelque chose aussi presque de l'ordre de la schizophrénie, puisque ça fait maintenant plusieurs mois qu'on parle d'une invasion prochaine, imminente, et je me mets à la place des citoyens ukrainiens. Ça fait, je veux dire, le mois dernier, déjà, Joe Biden disait que l'invasion était imminente, et forcément, quand on est ukrainien, ça fait quelque chose. Et je pense que même ceux qui n'y croient pas ont mis en place, ont discuté dans leur famille, auprès de leurs proches, de ce qu'ils allaient faire si quelque chose venait à se passer. J'ai rencontré beaucoup d'Ukrainiens qui avaient déjà stocké de l'eau, de la nourriture, qui avaient prévu avec leur famille une solution de repli si jamais devait y avoir une invasion. Et puis il y a aussi tous ceux dont on parle déjà assez, ceux qui ont décidé de prendre les armes. Et c'est assez conséquent. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont prêtes à prendre les armes. Mais sur ces négociations, quel est leur regard ? Est-ce qu'ils trouvent que c'est un peu trop, que c'est exagéré, que c'est... Non, alors les négociations, c'est assez intéressant parce que les Ukrainiens sont forcément assez satisfaits qu'on en parle, mais ils ont très peur de ce que ça pourrait donner. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que peut-être les choses ne vont pas aller dans leur sens et que les Européens vont finir par vendre, entre parenthèses, les intérêts ukrainiens à Vladimir Poutine. Donc il y a une sorte d'appréhension. En clair, si on lit entre les lignes, qu'ils ne sont pas très contents qu'Emmanuel Macron soit d'abord allé à Moscou voir Vladimir Poutine avant d'aller hier à Kiev voir les Ukrainiens. Il y avait cet ordre des rencontres qui n'est pas anodin, qui signifie quelque chose. Emmanuel Macron a passé la journée à Moscou, il a discuté d'abord avec Vladimir Poutine et ensuite il s'est rendu le lendemain voir Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, juste quelques heures, et on avait l'impression côté ukrainien qu'en fait le président français venait avec les propositions russes et en fait que l'Ukraine n'était pas mise sur le devant de la scène directement. Alors le Donbass, l'est de l'Ukraine, c'est l'épicentre du conflit russo-ukrainien qui, on le rappelle, a fait 13 000 morts tout de même. Il a été déclenché en 2013, 2014. On va voir vos images d'abord. Votre film s'appelle Les Tranchées. Les tranchées, ça renvoie forcément à la Grande Guerre. Est-ce comparable ? C'est tout à fait comparable. Moi, j'ai retrouvé dans les tranchées ukrainiennes exactement ce que j'avais pu lire sur les poilus durant la Grande Guerre. C'est vraiment des positions militaires qui sont figées et les soldats vivent et meurent dans ces tranchées. Et il y a quelque chose qui est forcément aussi de l'ordre du traumatisme, parce que quand on reste pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains dans une tranchée, ça a des effets impensables sur l'esprit. Et en plus, les soldats ukrainiens, eux, ils restent depuis 8 ans, puisque la guerre a démarré il y a 8 ans. On l'oublie souvent, mais ça fait 8 ans que le pays est en guerre. Mais vous dites meurt, ça est en guerre, vous utilisez à nouveau le présent. Ça veut dire que pour vous, vous l'avez constaté de vos propres yeux, il y a toujours un conflit, une guerre en cours aujourd'hui dans le Donbass ? Il y a des affrontements tous les jours. Tous les jours, il y a des violations du cessez-le-feu de part et d'autre de la ligne de front. Et tous les jours, les soldats ukrainiens affrontent les séparatistes soutenus par la Russie. Donc effectivement, quand on parle de guerre gelée, c'est toujours à prendre avec des pincettes quand même, parce que tout n'est pas gelé dans la mesure où, oui, il n'y a pas d'avancée militaire de part et d'autre, il n'y a pas la ligne de frontière n'évolue pas, mais les combats ont toujours lieu et tout cela peut encore dégénérer sur des échelles bien plus grandes. Slimane, avant de parler... Oui, c'est que c'est des combats entre Ukrainiens. Jusqu'à nouvel ordre. C'est une guerre civile, c'est une forme de guerre civile, même si les séparatistes sont soutenus, appuyés, portés à bout de bras par la Russie. C'est de l'autre côté aussi, il y a des Ukrainiens. Je dirais que ça l'est devenu, parce que tout début de la guerre, c'est quand même les forces russes qui sont entrées dans le Donbass pour soutenir les séparatistes, mais la Russie était présente en tant qu'armée dans le Donbass. Les plus grandes défaites ukrainiennes lors de la guerre de 2014-2015 l'ont été parce que la Russie était directement dans le conflit. Mais effectivement, avec les années passant, il y a beaucoup de jeunes Ukrainiens qui sont côté de ces séparatistes qui n'ont pas eu d'autre choix que de s'enrôler, dans l'armée. Mais ces soldats qu'on voit là, que vous filmez avec leurs armes, Lou, que vous ont-ils dit ? Est-ce que vous les sentez motivés, impliqués ? Est-ce qu'ils se retrouvent dans ce no man's land malgré eux ?
Ils sont toujours motivés dans la mesure où pour eux, c'est la défense de leur patrie. Donc c'est une motivation première qui est très importante. Après, il y a forcément une résignation qui est très forte et un sentiment aussi d'abandon, puisque la guerre a démarré depuis 8 ans. Et quand on leur dit à ces soldats-là qu'une invasion prochaine va avoir lieu, ils vont tous vous répondre la même chose. Ils vont vous dire l'invasion a déjà eu lieu. La Russie est déjà en Ukraine, la Russie est en Crimée, la Russie est dans le Donbass. Donc ce qui se passe maintenant n'est que la continuité pour eux de ce qui a commencé il y a déjà bien longtemps. J'allais dire, Lou, ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est que vous nous donnez qu'un point de vue, mais j'allais dire, est-ce que vous avez vu des séparatistes pro-russes ou des citoyens qui seraient favorables, en tout cas dans cette région russe? La réponse est toute trouvée, c'est que vous ne pouviez pas vous y rendre. Non, alors actuellement c'est impossible, quasiment impossible pour des journalistes occidentaux de se rendre dans le Donbass côté séparatiste, pour la simple raison que les autorités séparatistes ne l'acceptent pas. Il faut bien comprendre que le côté séparatiste, ce n'est pas un gouvernement, ce sont vraiment ce sont des entités gérées par des chefs de guerre. C'est un no man's land juridique, rien n'y est contrôlé. Il y a même souvent des attentats qui sont faits, même parfois entre entités séparatistes. C'est vraiment très compliqué d'y accéder et évidemment les séparatistes veulent garder le pouvoir de l'information sur ce qui est dit de ces entités. Alors, Lou, vous avez ressenti chez ces Ukrainiens qui font face aux séparatistes une volonté de reconquérir le Donbass, qui est quand même un territoire juridiquement et légitimement ukrainien? Est-ce qu'ils ont envie d'y entrer, quel que soit le prix, de le récupérer pour récupérer l'intégrité territoriale? Il y aura toujours des Ukrainiens qui vous diront que oui, un jour ils reprendront le Donbass. Je pense que la première préoccupation avant tout des Ukrainiens, c'est que la paix revienne dans le pays. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avait été élu Volodymyr Zelensky. Il a été élu pour implanter les accords de Minsk version ukrainienne et que la paix revienne après 8 ans. Alors vous le savez tous les deux, la question du gaz est primordiale. Une bataille est en cours. Mevalo nous décrypte les enjeux de ce gaz russe et de ce moyen de pression qu'ont les Russes. Mais c'est pas unilatéral, regardez. Dans sa crise qui l'oppose à Moscou autour de l'Ukraine, Washington use de toutes les menaces. Si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Aux côtés de Joe Biden, lors de leur conférence de presse commune, le tout nouveau chancelier allemand, lui aussi interrogé, se montre moins catégorique. Nous serons unis, nous agirons ensemble et nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Olaf Scholz, sous pression, se garde bien de prononcer publiquement en tout cas le nom du gazoduc de toutes les discordes, qui plonge dans la mer Baltique pour relier directement la Russie et l'Allemagne. La Russie détient les plus grandes réserves de gaz au monde et elle est le principal fournisseur de l'Union européenne. 43% du gaz qu'elle importe est russe. Les plus dépendants sont la République tchèque et la Lettonie. Et l'Allemagne l'est aussi fortement. Le gaz russe représente 2/3 des importations. Cet hydrocarbure est exporté via 3 principaux gazoducs. Parmi eux, un passe par l'Ukraine moyennant un droit de transit. Pour s'en affranchir, la Russie mise sur Nord Stream 2, le frère jumeau de Nord Stream 1, qui passe sous la mer Baltique. Long de 1230 km, sa construction est achevée depuis le mois de septembre, mais il n'est toujours pas en service. Nord Stream 2 est contesté par plusieurs pays européens et les États-Unis. Tous y voient une arme entre les mains du Kremlin. Il l'est aussi désormais au sein du gouvernement allemand par les Verts. Les craintes d'invasion de l'Ukraine et l'explosion inédite des prix du gaz ravivent la polémique. Nous travaillons à un solide paquet de sanctions. En cas de nouvelle agression, l'éventail de nos réponses est disponible, y compris le Nord Stream 2. Alors les Européens, pressés par Washington, se cherchent de nouveaux fournisseurs. L'Union se fournit déjà en Norvège et en Algérie, mais cela ne suffit pas. Les États-Unis aimeraient vendre leur gaz naturel liquéfié. Dans le même temps, le président américain joue les intermédiaires avec le Qatar, l'un des principaux producteurs au monde. Mais là encore, les capacités sont insuffisantes. Les Européens regardent aussi vers l'Azerbaïdjan et le Japon, entre autres. Mais se passer du gaz russe aurait un coût, et pas seulement pour les Européens. Grâce au gaz, la Russie engrange chaque année des dizaines de milliards d'euros, une manne financière dont le Kremlin ne peut se passer. Le gaz, une arme à double tranchant. Une arme à double tranchant, Slimane, le gaz. Oui, parce que l'Europe dépend presque pour moitié du gaz russe. Mais la Russie
est tout aussi dépendante, peut-être même plus dangereusement sur le long terme, puisqu'à peu près presque la moitié des revenus de l'État russe viennent de l'exportation du gaz et du pétrole. Oui. Donc c'est une arme effectivement à double tranchant. Donc on exagère selon vous cette pression du gaz. Pourtant on voit l'Allemagne aujourd'hui qui est démunie, qui se dit ces stocks sont en train de fondre. Oui, c'est une pression parce que il n'y a pas de relève possible pour remplacer le gaz importé de Russie. Parce que les principaux exportateurs de gaz vers l'Europe, et le deuxième exportateur c'est la Norvège, juste après la Russie, sont des pays qui tournent à pleine capacité. Le Qatar, l'Azerbaïdjan, tous ces pays-là ont dit qu'ils ne peuvent pas du jour au lendemain assumer et remplacer. Le Japon, par exemple, se propose d'en vendre, mais le Japon est entièrement dépendant du gaz du Qatar. L'Ukraine, par exemple, est en train d'importer actuellement du gaz russe depuis la Croatie et la Hongrie. Oui. Mais quand vous dites que ça coûterait à la Russie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les reins solides d'un point de vue économique, elle a, contrairement à la grande puissance affichée sur le plan militaire, sur le plan politique. C'est une grande puissance nucléaire, balistique, cybernétique, peut-être céréalière maintenant avec la production de blé qu'elle exporte. Mais sur le plan économique, ça reste une économie de type étatisé, corrompue, inefficace, surtout pas diversifiée. La Russie fabrique des missiles hypersoniques, mais ne fabrique pas de machines à laver ou de ventilateurs. C'est pour ça que le PIB de la Russie est 8 fois moins que celui de l'Union européenne. Il est égal à celui de l'Espagne ou de l'Italie. Une petite minute pour terminer. Lou, invasion, pas invasion, de toute façon, vous avez compris, ce conflit continue, il n'est pas terminé. Toutefois, vous allez bientôt retourner en Ukraine. Comment voyez-vous, si je puis dire, l'évolution de la situation ? On voit que c'est un peu un point mort au niveau diplomatique. Moi, je pense qu'à court terme, il n'y aura pas d'invasion. Alors après, ce n'est que mon point de vue. Mais je pense que Vladimir Poutine a trop à perdre tout de suite pour une invasion. Et en plus, quand on parle d'invasion, il faut bien spécifier de quoi on parle. Parce qu'une invasion d'une partie du pays, ce n'est pas la même chose qu'envahir un pays totalement. Mais évidemment que ce serait extrêmement coûteux pour... Vous le disiez tout à l'heure, la Russie... Pourquoi va-t-elle envahir l'Ukraine d'abord? Pour quel objectif de guerre? Ce qui est ruineux. Mais elle est déjà en Ukraine. Et on l'a dit dans le Donbass, nous le savons, la Russie a distribué presque 1 million de passeports à des Ukrainiens russophones. Et la Russie a annexé russes. la Crimée également. Merci beaucoup Slimane et merci à vous Lou pour ce témoignage donc de première importance.